Bonjour à tous, bienvenue dans la grande émission. Cette semaine, écoutez, c'est moi qui serai à la barre de la grande émission. Voilà, je vais naviguer avec vous. Je me sens un peu là comme un petit marin. Là, voilà, donc j'ai l'impression de faire le Vendée Globe. J'ai l'impression d'être au bord de l'eau. J'ai un petit air, je vais dire breton, tout en étant dans le Var. Et puis voilà, ça me fait juste plaisir. Je suis tout content là d'avoir l'impression de partir en mer. Et bien justement, on va naviguer avec plein de matelots cette semaine. Il y en a un qui va m'accompagner à la barre des chroniques et tout à ma droite. Je veux dire, je devrais même pas dire à ma droite, je devrais dire à bâbord, non non, à tribord. À tribord, j'ai Jean-Marc Génous et tout au long de la semaine, tu vas nous distiller un peu des minutes scientifiques et tu nous as même prévu une émission spéciale pour nous donner des idées d'expérience pour les futures vacances qui vont arriver. Absolument. Bonjour à tous. Ce sera une série d'expériences en ballon. En ballon. En ballon. Donc il suffira d'avoir des ballons. Des ballons. Et un peu d'imagination. Et un peu d'imagination, ça sera ça pour mercredi prochain avec Jean-Marc. Et puis voilà, si vous avez des enfants ou même des grands, des petits, ou même si vous avez envie de trouver des petites idées d'occupation pour les vacances, on aura la chance d'eux. Et aujourd'hui, on a aussi une chroniqueuse avec nous, c'est Sophie Schaeffer qui sera avec nous et elle va nous parler d'un légume qui est très bon pour la vue apparemment. Oui, bonjour Philippe. Alors, plus question de dire poids des brocolis. Donc, si vous avez envie de faire manger des brocolis à vos enfants pendant les vacances, eh bien, je vais vous donner des trucs et des astuces pour les remettre dans l'assiette. Et puis, ça tombe bien parce qu'en plus, c'est un légume qui est bon pour renforcer l'immunité. Donc, voilà, vous saurez tout sur le brocoli et comment l'apprécier. Ah ben écoute, moi j'adore, c'est un légume que j'adore. Ouais, bon. Aussi, effectivement. Mais il est un petit peu boudé, un peu mal aimé. Mais je vais vous donner des petites astuces, vous allez voir, ça va être très sympa. Bah écoute, si en plus ça peut être des idées recettes, moi je prendrai avec grand plaisir. Et nos invités du jour, on en a deux. On a notamment Marie-Laure qui sera avec nous, Marie-Laure Marsala, qui représente l'Adapt Var, qui sera avec nous. Et puis on a aussi Hélène qui sera avec nous, Iribarne. Hélène Iribarne, c'est une aidante, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de personnes aidantes et d'aidés. On va parler finalement de l'Adapt qui accompagne justement les aidants et les aidés, tout simplement. Les aidants qui accompagnent les personnes soit en situation de handicap, de maladie ou autre. Et l'Adapt les accompagne pour avoir des séjours de répit, des séjours, des moments de relayage aussi, des petits moments aussi pour vraiment les accompagner et les aider à souffler, soit des gens qui viennent chez eux pendant un moment donné pour s'occuper de leurs proches, soit leur permettre de partir eux en vacances solo ou peut-être avec leurs proches justement qu'ils aident tout au long de l'année. Et pour nous en parler, ça sera Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Alors, tu représentes l'Adapt Var et tu vas nous en parler justement de cette plateforme répit, plateforme de relayage, etc. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aidants et qui ne savent pas qu'ils ont l'opportunité de pouvoir profiter de ce genre d'opportunités. Effectivement, c'est vraiment un dispositif qui a été pensé, construit à partir des demandes des familles qu'on rencontrait dans le cadre de notre activité d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Et c'est effectivement dans ce cadre-là et en écoutant les aidants qu'on a pensé et construit cette plateforme qu'on appelle la plateforme de répit. Elle est assez récente, c'est-à-dire que toutes les choses partent un peu de la fin 2019 et tout s'est mis un peu en place en 2020. En plus, j'allais dire, la période que l'on a tous vécue en 2020 a peut-être permis de moins mettre en avant et l'idée de partir en vacances en 2020, ça n'a pas forcément été peut-être la priorité de beaucoup. Et finalement, ces aidants, qu'est-ce que ça veut dire déjà être aidant pour qu'on comprenne qui sont ces personnes qui sont cachées derrière ce terme aidant? Il faut vraiment le préciser parce que je crois qu'il y a plein d'aidants qui ne savent pas qu'ils sont des aidants. En fait, ce qu'on appelle les proches aidants, c'est vraiment les personnes qui au quotidien accompagnent une personne en situation de handicap. C'est bien souvent la famille, donc ça peut être des parents qui accompagnent leur enfant, même qui est devenu adulte, leur enfant suite à une situation de handicap. Ça peut être un époux, une épouse, ça peut être aussi des enfants qui accompagnent au quotidien leurs parents qui est en situation de handicap. J'aime bien, j'ai envie de souligner le mot situation de handicap. Ça ne veut pas dire, j'allais dire, atteint d'un handicap. Là, oui, effectivement, on ne parle pas une personne n'est pas qualifiée par son handicap. Il se trouve qu'elle peut être en situation de handicap qui va changer en fonction du quotidien, en fait, de ce que je ne peux pas faire ou ce que je peux faire. Donc, et ça, c'est-à-dire que ces aidants, ce qu'on a oublié de dire et ce qu'on ne dit pas, et tout à l'heure on verra ça avec Hélène, ce sont des gens qui malheureusement doivent être finalement présents 24 heures sur 24. Quand on dit 24-24, c'est-à-dire jour et nuit
souvent ils sont seuls face à un proche qu'ils doivent aider, accompagner. Quelquefois, certains doivent jongler avec la vie professionnelle, avec d'autres personnes, et c'est des choses qui, nerveusement parlant, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile. Ils sont souvent même délaissés. Et j'allais dire peut-être même que vous, les femmes, quand vous êtes dans cette situation je dis bien les femmes, hein, c'est-à-dire, et je vais même être plus précis, les mères, finalement, qu'une mère de famille, si elle est face à une situation de handicap de son enfant, finalement, c'est peut-être la personne qui va peut-être être plus délaissée dans le panel. Très rapidement, les aidants, donc les proches, se retrouvent dans une situation qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que le handicap déboule dans une vie. On n'est pas formé, on n'est pas obligatoirement on n'est pas soignant, on n'est pas. C'est un secteur qu'on ne connaît pas, et d'un seul coup, ça vient bouleverser votre vie, parce que ça bouleverse la vie de la personne qui est en situation de handicap, mais ça bouleverse aussi la personne qui est à côté. Donc c'est vrai que souvent les mamans, les épouses perçoivent ça comme un devoir, comme quelque chose de naturel, et ne se posent pas la question qu'effectivement, ce qu'elles font, ça va au-delà d'être maman, d'être épouse, etc. Après, il y a des papas, il y a des fils qui sont aussi dans cette situation. Hein. On ne va pas exclure, bien évidemment, être dans non, je dis pas que les femmes sont machin, mais c'est vrai que la position d'être mère face à un handicap de son enfant, quelquefois, on trouve ça naturel qu'une mère qui a peut-être un enfant avec une situation de handicap, que son enfant a une quarantaine d'années, à 45 ans, et que la mère devient âgée, c'est quelque chose où voilà, on trouve ça normal qu'elle s'occupe encore de son enfant à 100% du temps. La société peut avoir ce regard-là, c'est-à-dire, oui, tu t'occupes de ton fils. Bon, il a 50 ans, mais tu t'en occupes. C'est normal. Oui, tu t'occupes de ton époux. Après tout, vous êtes mariés en disant pour le meilleur et pour le pire. Donc, il y a ce côté un petit peu, oui, c'est naturel. Et les aidants, bien souvent, ils intériorisent ça. Oui, c'est naturel. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ne s'écoutent plus eux-mêmes. Je vais peut-être passer la parole à Hélène, parce que finalement, elle a pu profiter d'un procédé qui s'appelle le relayage. Le relayage, c'est tout simplement avoir une personne qui vient chez vous pendant quelques jours et qui prend en charge toutes les tâches de la maison et qui prend votre place finalement dans la gestion. Bonjour Hélène. Toi, Hélène, tu es aidante. C'est ton époux qui est justement dans une situation de handicap. Voilà, c'est mon époux. Suite à un accident, un jour tout bascule et on se retrouve, comme dit Madame Marsala, seul, avec plein d'interrogations. On n'est pas soignant, mais bon, on apprend. Et puis bon, après c'est la vie, on continue. Et je l'ai fait avec vraiment plaisir. Mais le relayage, tout d'un coup, ouf, ça ouvre une porte, une bouffée d'oxygène. On se dit, pour ma part, je me suis dit... je vais peut-être pouvoir aller enfin voir mes petites filles, mes enfants, mes amis. Enfin, comme vous l'avez très bien dit, en fait, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que donc, ce que tu es en train de dire, que là, la dernière fois, c'était en janvier dernier pour toi. C'est une petite période, c'est 6 jours et 5 nuits, finalement. 6 jours, 5 nuits. Dans ces 6 jours, 5 nuits, d'un seul coup, tu sais qu'il y a un vrai professionnel qui est là 24 heures sur 24 auprès de ton époux, qui garde toutes les mêmes habitudes, c'est-à-dire vraiment avec précision pour ne pas le chambouler du tout. Quelqu'un en qui tu fais confiance aussi. Ça, c'est vraiment génial. Il vient à la maison, donc après, il faut lui confier sa maison. La personne qui nous est chère, il faut faire confiance et il prend absolument notre place. Les intervenants continuent à venir. S'il y a un des kinés, le kiné vient, l'orthophoniste vient, enfin tous les intervenants viennent, les auxiliaires de vie viennent et lui prend ma place. Mais ce qui est bien, c'est que pendant ces 6 jours-là surtout, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'appeler, de dire « alors, tout va bien ?» C'est-à-dire que tu peux vraiment penser à toi et souffler réellement. Ah oui, c'est bien votre question parce qu'on a très envie de téléphoner tous les jours. Mais la dernière fois, je suis arrivée à lâcher. Je me suis dit non, il faut faire confiance et ça marche. C'est très bien. C'est très bien passé. Tu peux en bénéficier tous les combien de temps de ce genre de séjour de relayage ? Alors là, je ne sais pas, Madame Marsala, mais je pense que c'est... Je ne sais pas, quand je Marie-Laure. Voilà. Alors, l'idée, c'est d'essayer de répondre à toutes les demandes qu'on a. Donc,
c'est des choses qui se préparent en amont, c'est-à-dire on rencontre les personnes bien en amont pour comprendre ce qu'est les attentes, les habitudes, l'organisation, parce que c'est quand on dit prendre la place de l'aidant, ça va dans des détails des fois très poussés, c'est-à-dire que si vous avez une personne qui est en situation de cécité par exemple, il faut bien qu'on soit au clair avec l'aidant, qui nous explique que le plateau, il faut le mettre dans tel sens, le pain, il faut le mettre à gauche, la cuillère à droite, et que c'est tel type de bol et pas tel autre pour le café, etc., pour que justement, la personne qui est en situation de handicap, elle ait son organisation et que ça se passe pour elle le plus sereinement possible. Donc, les personnes qui souhaitent avoir bénéficié d'un relayage vont nous dire, voilà, moi j'ai un projet pour telle période. Et on regarde en termes de disponibilité, parce que ça se prépare en amont, si c'est possible ou comment faire pour que ça devienne possible. On n'a pas obligatoirement une limite en disant ça doit se faire, je ne sais pas moi, qu'une fois par an. Bien évidemment, ça va dépendre des disponibilités, du nombre de demandes qu'on a, mais on essaie de répondre autant que possible. Après, ça n'a pas le but, par exemple, de remplacer les auxiliaires de vie. Il ne s'agit pas de le faire une semaine tous les 15 jours. Ça n'aurait pas de sens. Non, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est des moments où ça leur permet vraiment de souffler nerveusement parlant et de pouvoir se relâcher. Là, on parle, c'est vrai, du relayage. Et il y a d'autres choses. Là, on voit le marquer Partagem, justement, c'est des groupes d'entraide mutuelle. Mais il y a un autre truc, c'est les séjours de répit. Quelle est la différence entre le relayage, finalement, où on cède vraiment et le séjour de répit? Alors, dans le principe du relayage, c'est l'aidant qui va, comme Mme Iriban, aller voir ses petits-enfants, donc qui quitte le domicile et qui laisse l'organisation du domicile au relayeur. Le séjour répit est d'une démarche un petit peu différente, c'est-à-dire que l'aidant et l'aidé, donc la personne en situation de handicap et son proche, vont être accueillis sur un lieu de villégiature, dans un petit groupe, donc il va y avoir 4, 5, 6 familles, qui ont des temps de partage, qui ont des choses à partager, qui vont se retrouver sur ce lieu-là, et les aidants vont vivre quelque chose avec l'équipe qui est présente, vont prendre le temps de partager ensemble, de se retrouver, de faire des activités. Les aidés vont se retrouver entraidés, faire des activités ensemble, être en partage, et sur ces temps séparés finalement où chacun vit des choses différentes, on les vit quand même à côté et ensemble parce qu'on va se recroiser dans la journée. Mais pour l'aidant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nuit, il ne va pas se réveiller pour se lever pour répondre aux sollicitations. Il ne va pas se poser la question si oui ou non la personne a pris son médicament, a mis son pull ou des choses comme ça. Elle délègue ce souci permanent de l'autre à l'équipe. Ce qui est pertinent dans ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement, elle peut souffler, mais partager de vrais moments avec l'aidé, sans être finalement la personne qui est l'aidante, c'est-à-dire vraiment un vrai partage de liens. Et en même temps, elle peut être soulagée, elle peut prendre des moments à elle, et l'aidé finalement peut voir aussi être spectateur de ces moments où l'autre aussi se détend et que peut-être on peut s'accorder des moments à jouer aux cartes, etc. et d'être pas forcément tenu par du stress, de l'angoisse, de la peur et de la gestion peut-être de la maladie ou du handicap. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que les séjours répit sont vraiment dans l'idée de créer une rupture par rapport au quotidien. Donc on est disponible différemment quand on n'est pas dans notre quotidien, dans les rythmes, etc. Et dans cette rupture-là, c'est aussi avoir l'occasion de redécouvrir l'autre. Je vous donne un exemple tout bête. À la maison, c'est moi qui fais à manger. Puis d'un seul coup, dans le séjour répit, je me rends compte que mon proche, il a été sollicité par l'équipe et va aider à éplucher les carottes pour préparer le petit apéro. Et je me dis, tiens, il sait éplucher les carottes. La prochaine fois, quand on rentrera à la maison, on préparera le pot-au-feu ensemble. Oui, finalement, mais l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que ça veut dire que la personne aidée va pouvoir constater peut-être que mon mari, par exemple, quand il prend son café pendant 3 quarts d'heure en lisant le journal, finalement, il est plus disponible, plus détendu pour qu'on puisse plaisanter ou faire une partie de cartes après. Et peut-être que quand on rentrera à la maison, je ne le solliciterai pas pendant qu'il boit son café. C'est ça, c'est-à-dire se permettre de redécouvrir l'autre, de découvrir l'autre et créer une autre dynamique quand on rentre à la maison. Finalement, essayer de retrouver sa place aussi d'individu et ne pas être que le rôle de l'aidant, finalement. Est-ce que ça te parle, ça, ou pas du tout, Hélène ?
Alors, la deuxième, non, parce que mon mari est vraiment alité et en plus, il a perdu la vue à l'accident. Donc, j'avoue que au début, C'est pas possible. cette idée, voilà. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible parce que lui, non, ça va pas correspondre. Donc, je reste au relayage à la maison. En tout cas, je te vois souriante. Je veux dire, c'est finalement, tu en as gardé les bénéfices. Finalement, encore quelques semaines après, c'est plutôt chouette. Ah voilà, oui, j'en avais vraiment besoin. Et ça, on s'en rend compte le lendemain, quoi, quand on a quitté. Parce que là, c'est ouf. C'est pouf, voilà. Bon, je reviens à vous. Je vais poser une question cruciale à Jean-Marc Génoux. De quelle couleur sont les bananes ? Je dirais jaune. Oui, bah, c'est un peu ce que Marie-Laure et moi, on a compris aujourd'hui. Et maintenant, je pose la question. Je ne veux pas m'avancer. Hein. Non, mais tu te trompes pas. Et je vais poser la question maintenant à Sophie Schaeffer. De quelle couleur sont les brocolis, Sophie ? Eh bien, les brocolis sont d'une belle couleur verte. Alors, ils peuvent avoir une couleur un peu moins sympa, un peu kaki si on les cuit un peu trop. Et du coup, c'est un peu moins sympa au niveau du goût. Mais sachez que le brocoli est une mine déjà de micronutriments. Donc voilà déjà une bonne raison pour en manger. Alors ils sont riches en minéraux, hein, en calcium, en potassium, en magnésium, riches aussi en vitamines, hein, beaucoup de vitamine C, d'autant plus que vous les consommez crus, en vitamine K et en vitamine B9. Brocoli cru. Et système nerveux cru. Ah oui, c'est très très bon. Il y a plein de gens qui me le disent, je n'ai jamais testé. Et ben, je vais te donner une petite recette après, Philippe. Hein, écoute bien. Donc, alors ensuite, ils ont des propriétés anti-inflammatoires et détoxicantes. Hein. Le brocoli, c'est vraiment un végétal qui active votre foie. Donc, très intéressant pour détoxiquer tout ce qui, voilà, la pollution extérieure, la cigarette, les éventuels médicaments. Ils sont très antioxydants, donc on parlait de la vision tout à l'heure. Il n'y a pas que les carottes qui sont intéressantes. Hein. Le brocoli, en fait, vous avez de la lutéine et de la zéaxanthine qui sont deux antioxydants très importants pour tout ce qui est vision. Et puis, des études ont montré également qu'ils avaient un effet préventif sur le cancer de la prostate. Donc, messieurs, abusez de brocoli. Très bien. Messieurs, abusez de brocoli pour bien y voir, j'entends. Voilà. Et tu en manges du brocoli, toi ? Je n'ai pas de problème de prostate. Non, mais je ne dis pas ça. Mais le brocoli, apparemment, c'est bon pour la vie et plein d'autres choses, finalement. Voilà. Alors, bon, il ne fait pas forcément l'unanimité par rapport au goût. Alors déjà, quelques petites astuces. Ce qui est important, c'est la bonne cuisson. Hein. Des chercheurs ont mis en évidence que ce n'était pas tant le mode, mais la durée qui va permettre de mieux accepter les brocolis. La durée de cuisson idéale, c'est à 6 à 7 minutes, plutôt vapeur, pour conserver les micronutriments. Donc 6-7 minutes, c'est ni trop dur, ni trop mou. Donc voilà, la durée de cuisson est importante. Alors la présentation, quand vous voulez donner des brocolis à vos enfants, alors ça peut paraître dingue, mais le choix de la vaisselle, finalement, a un rôle important dans l'alimentation. Et si vous mettez le même repas dans une assiette blanche ou noire, la perception du goût ne sera pas la même. Donc le jour où c'est brocoli, on sort une vaisselle funky avec de la couleur et vous verrez que vos enfants mangeront plus facilement les brocolis. Et puis je vous conseille un petit filet d'huile d'olive parce que déjà c'est bon au niveau du goût et qu'en plus vous allez optimiser toutes les propriétés micronutritionnelles. Quoi d'autre en idée recette parce que là, pour l'instant, tu me dis donc 6-7 minutes de cuisson, plutôt de la vapeur, huile d'olive. Je vois ça avec... C'est quoi avec de... Tu as fait une sorte de salade, là, avec... Oui, alors tu me parlais de brocoli cru. Donc là, c'est un taboulé de brocoli. Alors ça peut paraître dingue, mais vous prenez vos brocolis crus que vous mixez en semoule fine, vous y rajoutez un petit peu de boulgour ou du quinoa, de l'huile d'olive, du persil, de la menthe, concombre, tomate, comme un taboulé classique. Et vous verrez, c'est assez surprenant et c'est vraiment très très bon. Pareil, avec cette semoule de brocoli que vous avez mixée, vous pouvez faire des toppings. Alors, topping, qu'est-ce que c'est ? Donc, vous prenez la semoule de brocoli, vous la mélangez avec de l'huile d'olive, du parmesan, vous mettez ça au four sur une lèche frite et vous cuisez quelques minutes à 200 jusqu'à ce que ça soit légèrement doré. Et vous avez une espèce de croûte que vous cassez, que vous pouvez parsemer sur vos légumes. Donc, ça permet de faire manger du brocoli d'une manière un peu détournée. Et puis, la dernière recette, on l'a vu, je crois...
auparavant. Le petit toast, oui. Un guacamole de brocoli, c'est super bon. Donc, on cuit le brocoli, donc pas trop longtemps, 6-7 minutes, et on le mixe avec la chair d'avocat, un peu de coriandre, échalote, un trait de tabasco, du citron, sel, poivre, et vous pouvez manger ça avec des tortillas de chips ou alors des dips de légumes. C'est vraiment excellent. Voilà, donc des petites recettes qui sortent un peu des sentiers battus et qui changent de l'éternel gratin de brocoli tout mou et tout fade. Ah bah écoute, tu en manges ou pas toi du tout, Jean-Marc, du brocoli? Oui, j'en mange. Il y a beaucoup de recettes italiennes dans lesquelles il y a des brocolis. Ah oui, même les pâtes avec les brocolis. Les pâtes au brocoli notamment, les pâtes c'est délicieux. Oui. Tu mélanges ça avec des tomates fraîches, c'est excellent. Sur l'huile d'olive, je voudrais rebondir sur ce que disait Sophie. Il me semble avoir lu une enquête sur les problèmes d'artériosclérose qui était limitée dans le sud de la France par le fait que l'on utilisait beaucoup d'huile d'olive. Bien sûr, c'est le fameux régime méditerranéen, au régime crétois. L'huile d'olive est très riche en oméga 9, en acides gras insaturés oméga 9, qui ont effectivement des propriétés bénéfiques d'un point de vue cardiovasculaire, tout à fait. Heureusement que tu connais tout ça par cœur, parce que sinon tu t'aurais posé une colle et le sujet c'était le brocoli, tu vois. Donc heureusement que tu as un puits de savoir aussi. Un grand merci à toi. D'autres choses à dire sur le brocoli ou pas? Non, mais juste pour conclure, plutôt que de faire preuve de fourberie pour faire manger des brocolis à vos enfants du style, tu sais, le Père Noël n'apporte des cadeaux qu'aux enfants sages ou qui mangent du brocoli. Je vais appeler les gendarmes, etc. Voilà. Ou alors j'ai croisé la Reine des Neiges et Choupi et ils adorent les brocolis. Eh bien finalement, voilà des petites recettes sympas qui, j'espère, vous donneront envie de les remettre dans votre assiette. Tu as raison, voilà, ne soyez pas des parents indignes. Voilà. Pas du tout. Bon, un grand merci à toi, Sophie. On te retrouve vendredi où tu nous présenteras un livre plutôt pertinent et intéressant. Oui, alors on va tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues sur la nutrition grâce à un bouquin très sympa qui s'appelle l'antimythe alimentaire et on adoptera la Gigi attitude pour être plus relax par rapport à l'alimentation. Bien dans votre assiette.com où on peut retrouver pas mal d'infos aussi sur toutes ces thématiques. Merci beaucoup Sophie, à très vite. Merci Philippe, à très vite. Et puis on revient à l'Adaptevar. L'Adaptevar, on le dit, voilà, c'est-à-dire que c'est accompagné. L'Adaptevar, Marie-Laure qui est avec nous, Marie-Laure Marsala, on parle beaucoup de ces séjours de répit, de relayage, finalement, cet accompagnement des personnes aidantes qui sont là pour, j'allais dire, accompagner les aider. C'est-à-dire que ce relayage les aide, ces séjours de répit les aident à respirer. L'Adapte, vous n'êtes pas que sur ce genre de choses, c'est-à-dire que tout au long de l'année, vous travaillez à cet accompagnement dans différents domaines aussi quand même. Tout à fait. Alors, dans le cadre de la plateforme de répit, il y a d'autres aussi actions qui sont, par exemple, des groupes d'expression, d'échange, de formation auprès des aidants, qui se mettent en place en fonction des besoins qui sont identifiés. C'est le fameux Partagem ? Alors, le Partagem, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle un groupe d'entraide mutuelle, où là, c'est une association qui est parrainée et gérée par, en gestion de l'ADAPT, et qui a été construit par les personnes en situation de handicap, en l'occurrence dans le cadre d'une lésion cérébrale, par et pour eux. C'est eux qui vont faire vivre cet espace, qui est un lieu de partage, d'échange, d'accéder ensemble à des lieux de culture, de loisirs. C'est vraiment favoriser la socialisation et être acteur aussi de son quotidien en étant en partage avec l'autre. Partagem.org notamment pour que les gens puissent y aller. Et puis il y a un numéro de téléphone, je crois, pour Partagem aussi, qui va permettre aux gens. L'objectif, les gens qui appellent à ce numéro, on est d'accord, c'est un groupe d'entraide mutuelle pour s'aider mutuellement, en gros. Exactement. Donc ils peuvent contacter... je l'ai, le numéro, il est là, le 04 86 87 24 80, il s'affiche. Voilà, donc que ce soit pour Partagem ou pour tous les autres dispositifs, ce numéro est efficient, et ce qui permet d'être en contact avec les interlocuteurs qui vont vous guider, vous renseigner. Il faut vraiment ne pas hésiter à appeler, et si on a une question, si on se demande si c'est vraiment pour nous, passez le petit coup de fil, on prendra le temps d'expliquer, voire de faire des essais. Sur Partagem, on peut faire des essais. Sur n'importe quel dispositif de la plateforme Répit, de toute façon, il y a des rencontres en amont, il y a des discussions, il y a des explications, il n'y a rien d'obligatoire. Et surtout, ce que je voudrais souligner aussi, il n'y a pas besoin de notification particulière, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de faire un dossier à la MDPH, je n'ai pas besoin de solliciter telle ou telle institution. Ça se fait vraiment en direct.
C'est fou parce que je rappelle un chiffre, 11 millions de personnes sont des aidants en France, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a 11 millions, c'est énorme, c'est quasiment une personne sur 6. Hein. C'est énorme et on sait de plus en plus, et c'est vraiment de notoriété publique maintenant, que les aidants ne prennent pas soin d'eux, ne s'autorisent pas à le faire en tout cas. Et l'idée, c'est vraiment, oui, on a le droit de prendre soin, on a le droit, ce que disait Madame Iriban tout à l'heure, on a le droit de souffler et on en revient que plus fort. L'adaptevar.net où on retrouve toutes les infos, plein de choses et justement voir tout ça. Merci Hélène, merci Marie-Laure. Et puis Marie-Laure, je ne te félicite pas, tu t'es pas mis en jaune aujourd'hui. Voilà. La prochaine fois. Non, pas jaune, je veux dire Hélène. Je ne te félicite pas Hélène, pardon. Tu ne t'es pas mis en jaune, je me suis trompé de personne. La prochaine fois, oui. Au plaisir. Merci à vous, merci Jean-Marc. Merci beaucoup. Merci à notre équipe et rendez-vous demain sur le plateau. Et puis vous allez voir, il y aura du personnage physique aussi. Et ça existe aussi. À très vite.